directement dans les élections occidentales. Monsieur le président Macron dénonce là l'international réactionnaire. D'abord, selon vous, qu'est-ce qu'il met dedans et que veux-tu traduire par cette forme d'exaspération? Très belle question, d'après son point de vue. Bon, ça va au-delà de lui, hein, parce qu'il faut comprendre que le petit garçon de l'Élysée, il est un jouet sur un échiquier qui est contrôlé par les mondialistes et la finance internationale. Il faut d'abord comprendre ça. Il n'est qu'un jouet. Et cette finance internationale a un rôle imparti à l'État français, qui est devenu un label. Elle est devenu un label purement. Mais la France est sous le contrôle, est devenue un jouet d'une grande partie, n'est-ce pas, de cet univers finance. Je fais allusion au Rothschild. Tous les dirigeants français le savent, les plus courageux le disent. Monsieur Hollande, en pleine campagne, dans son délit propagandiste, avait dit l'ennemi c'est la fille, c'est la finance. Mais évidemment, celle qui était derrière lui, on a vu après qu'il était en plein. Il était dans dans ce mensonge qui tient lieu de politique désormais pour les dirigeants occidentaux. Même François Bayrou, le Premier ministre actuel, a reconnu que tous les dirigeants occidentaux sont couchés devant la finance, devant les financiers. Couchés. Quand un financier passe, il tremble au point où il dégouline de sueur qui peuvent remplir des bassines, des tonnes de bassines, tellement il tremble devant la finance. Donc, ne le prenez pas plus que ça. J'ai l'habitude de dire que il est la propriété privée de Rothschild, le qualifiant. Donc Macron, c'est un parfait esclave. Bon, il s'agit trop. Peut-être parce que dans l'esclavage, apparemment, il occupe un rang. On lui a donné un rang. Chef d'État de la France. Mais son esclavage est encore plus grave, hein, et plus grand. Plus grand. C'est indiqué par l'étrangeté de son couple avec Brigitte, par le fait qu'il est le plus jeune de sa famille. Sa vie est étrange. Sa vie est très étrange et le moment venu, ça avance. Là, il y a une plainte contre. Ça avance. Son dossier sera public tôt ou tard. Donc, c'est un homme étrange. Et les étrangetés qu'il y a dans sa vie traduisent le fait que c'est un parfait esclave. Il est le bien. C'est un bien qui appartient au Rothschild. N'oubliez jamais ça quand on parle de la France. Et quand il gesticule, n'oubliez jamais ça. Il ne faut jamais oublier. Il en est conscient. C'est pour ça que son visage est comme il est. C'est pour ça qu'il fait comme il fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il est narcissique, qu'il est arrogant. Mais derrière, il y a une grande misère qui est le propre de quelqu'un qui est un esclave, qui est un bien particulier, qui appartient à une famille qu'on appelle les Rothschild. Et vous connaissez que les Rothschild ont confisqué la France. N'oubliez jamais ça. Donc, l'international réactionnaire, pour revenir à la question, c'est l'opposé d'après leur camp de l'international progressiste. Qu'est-ce que le progressisme en général? Ce sont les LGBT. Toutes ces abominations-là, c'est ça qu'ils appellent progressisme. C'est la volonté de remplacer, comment on appelle ça, notre rapport historique traditionnel à la vie, à la gestation, notre rapport au genre, à la sexualité, à tout ce qui est fondamental dans la reproduction de l'être humain. On veut remplacer ça par le transgenre, ce qu'on appelle la transidentité. Alors, ça débouche sur des choses effrayantes. On va magnifier l'avortement, on va célébrer la gestation pour autrui, on va célébrer les nouvelles façons, les enfants qu'on fabrique au laboratoire, etc. Désormais, on va même vendre l'enfant comme une marchandise. Pas? Vous pourrez commander un enfant, la couleur de ses cheveux, etc. Vous connaissez tout le traitement de nos hormones, tout ça. Bref, c'est toute une panoplie. Et c'est ça qu'ils appellent le progrès. C'est-à-dire, en se cachant derrière la science, tout à l'heure on y reviendra. C'est ça qu'ils appellent le progrès. Donc, vous voyez très bien que, mais ça rentre dans on ne comprend pas ça si on n'insère pas, n'est-ce pas, le discours de ce pauvre type dans la grande idéologie mondialisée qui a des marqueurs clairs. Le transhumanisme, c'est aussi
la transidentité, c'est la décarbonation de l'économie mondiale, le grand reset, mais aussi de manière fondamentale le fait que les capitalistes deviennent des acteurs. On appelait ça le nazi qui dirigeait le forum. Klaus Schwab, merci, qui dirigeait le forum mondial là. Davos, c'est-à-dire, c'est celui, c'est-à-dire le concept là lui est très cher. C'est très cher. Le capitalisme des acteurs. Ça veut dire que désormais, les capitalistes font la politique. Ils se cachaient derrière avant, maintenant ils le font ouvertement. Ils remplacent la politique, ceux qui définissent la politique. Il y a aussi tout le package lié au climat, changement climatique, la religion écologique, la nouvelle religion mondiale, l'écologie, etc. Donc c'est tout ça. Ils estiment qu'ils sont des progressistes. Et cette inversion idéologique a commencé avec la chute de l'URSS. C'est ça. Vous savez qu'avant la chute de l'URSS, ils n'auraient jamais pu oser s'attribuer le titre de progressiste. Ce sont les réactionnaires. Parce que le progressisme, historiquement, ça a à voir de manière fondamentale avec le rapport entre le capital et le travail. Et on est progressiste de manière historique quand on travaille à inverser la relation, n'est-ce pas, les rapports de force entre le travail et le capital, à l'inverser en faveur du travail. C'est le procès du travail. C'est ça quand on parle du progrès. Et le progrès, ça a à voir avec l'émancipation, n'est-ce pas, de l'esclavage capitaliste. Le progrès, ça a à voir avec cette grande idée qui soutient que l'horizon indépassable de l'avenir de l'humanité, ce n'est pas le capitalisme et tout ce qui va avec, que ce soit au niveau de l'infrastructure ou de la superstructure. Donc, depuis la chute du mur de Berlin, il y a donc eu une inversion. La chute du soviétisme a laissé le boulevard à des réactionnaires réels, c'est-à-dire les capitalistes, les bourgeois, les patrons des propriétaires des monopoles, des multinationales, etc., leur organisés dans le cadre d'un conglomérat mondial, n'est-ce pas? Ils appellent ça, enfin, vous savez, vous entendez tous les jours maintenant ce qu'on appelle bloc central, bloc central. Donc, nous, on dit le bloc central, c'est au niveau mondial. Le bloc central, c'est ça. C'est-à-dire, le président Poutine appelle ça le cercle doré, le 1 milliard, le cercle doré, 1 milliard. Donc, c'est un bloc mondial, pas, qui veut nous conduire dans la terre sainte, dans la terre promise, décarbonée, avec le changement climatique maîtrisé, pas, où le capital n'aura plus devant lui aucune entrave, même pas les États et les nations organisées, aucune entrave. Donc, c'est ça. Donc, ils ont eu le boulevard libre. Et ils nous servent toutes sortes de saletés, de lubies. J'ai parlé de LGBTQ, toutes ces machines que je viens d'expliquer. Tout ça, ils appellent ça le progrès. Dès que vous êtes contre ça, on vous traite de réactionnaires. Donc, l'international des réactionnaires, c'est Trump, c'est Poutine, ce sont les BRICS, ce sont les panafricanistes, etc. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, je vous ai dit, c'est une globologie d'un détraqué. C'est une globologie d'un homme anéanti par une dynamique sur laquelle il n'a aucune maîtrise. C'est ça qu'il s'agit. En fait, tout ce discours vise à masquer quelque chose, mes chers amis. La supériorité du panafricanisme sur la France et ses parrains dans le monde. Ça vise à masquer le fait qu'aujourd'hui, et ça c'est valable pour les combats à l'intérieur de chaque État africain, aujourd'hui le débat est clos. Le débat est clos. La bataille oppose désormais les panafricanistes et l'impérialisme dans sa version actuelle. C'est ça le vrai débat. Tous les gens qui ont voulu remplacer cette dialectique par le démocratisme néocolonial et ses alternances néocoloniales, son droit-de-l'homisme primaire néocolonial, etc. Aujourd'hui, leur patron a clarifié les choses. Voilà, donc, lui, c'est un esclave. Il est comme le patron des esclaves, les endo-colons et les nouveaux endo-colons qui se font appeler opposants marchés dans les pays africains. Les choses sont claires. On voit que la contradiction, le vrai débat, la bataille, c'est le panafricanisme authentique contre d'un côté l'impérialisme en général et son versant français. C'est ça qui est important à retenir. Le reste,
c'est une gromologie qui vise à impressionner les naïfs, voilà, et tous les partisans de LGBT, tout ça et comme ça, voilà. Monsieur le Président, nous allons poser une dernière question sur le plan géopolitique. Je vous en prie. On va passer au deuxième versant. Et vous avez parlé là d'un international progressiste. Une internationale. Une internationale progressiste versus l'international réactionnaire. Le président français, dans son discours, dit, je cite, en parlant du bilan commercial de la France qui n'est pas bon, il dit, je cite, pourquoi? Parce que nous avons une dépendance énergétique. Elle est là, et je le dis aussi pour tous ceux qui pensent que la stratégie de décarbonation de la France serait une libido progressiste. Il dénonce cette libido progressiste-là. Monsieur le Président, comment est-ce que vous analysez ça? Mais je m'excuse, vous êtes très brillant, parce que ça permet de voir, quand vous lisez tout son discours, parce que généralement, le problème, c'est que les gens prennent des partis, que j'invite les gens à lire tout son discours. Bon, on est obligé de lire, hein, parce que sinon, on ne lirait pas, tellement il est dégoûtant. Mais il faut lire. Dans son discours, il y a une contradiction. C'est-à-dire que l'impérialisme est valable quand c'est l'Afrique. C'est-à-dire que ce qu'on dénonce de la part de, puisqu'on nous accuse d'être des agents russes, vous savez que lui n'a pas de mots, hein. Il nous accuse d'être des agents russes, etc. Oui, d'être des stipendiés par la Russie. Mais c'est son niveau, hein, c'est son niveau. Il est tellement petit que le panafricanisme est quelque chose de trop élevé pour lui. D'ailleurs, il a pour conseiller Mbembe, on devait être l'autre. Quelqu'un qui est conseillé par Mbembe, un vaurien, ne peut pas comprendre la bataille panafricaniste. Donc, ce n'est pas son niveau. Il voit les Russes partout. Il voit les Russes partout, n'est-ce pas? Dès qu'il voit un Africain, il voit derrière un Russe. Quelqu'un Africain parle dans un sens qui n'est pas convenable pour la France, allez, il voit tous ces Russes derrière. Donc, ce n'est pas à leur niveau et on ne va pas s'embêter à vouloir les convaincre. Mais quand vous lisez son discours, vous voyez très bien que M. Macron dénonce l'impérialisme soi-disant russe en Afrique. Mais, c'est-à-dire que dans les rapports avec les États-Unis, tout son discours, la grande partie, c'est de dénoncer la dépendance à l'égard des États-Unis. C'est de dénoncer le fait qu'à tous les niveaux, leur balance commerciale, ça profite aux Américains. Je laisse de côté la Chine. Et Macron dit qu'il faut tout faire pour régler ça. Il va de la survie de l'Europe et de la France. Donc, dans les rapports de la France avec les États-Unis, de l'Europe avec les États-Unis, Macron trouve que la lutte contre l'impérialisme américain est quelque chose d'extrêmement salutaire. Les notions d'indépendance retrouvent du sens. Mais quand c'est l'Afrique, à la limite, ils grondent les Africains. Mais pourquoi vous voulez être indépendant? Pourquoi vous réclamez l'égalité dans vos rapports avec l'Occident? Pourquoi? Vous voyez, c'est un impérialisme, vous l'avez dit tout à l'heure, détraqué. C'est un impérialisme pulsionnel. C'est une pulsion qui font que, quand il s'agit de l'Afrique, ils perdent toute rationalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de rationnel. Parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un dénonce l'impérialisme américain, appelle à l'indépendance de l'Europe pour sa survie, même s'il faut maintenir les liens dans le cadre de ce qu'ils appellent l'atlantisme, c'est-à-dire avec l'OTAN, mais il dit que même dans l'OTAN, que le pilier, il faut un pilier européen, c'est l'Europe de la défense. C'est ce qu'il appelle aujourd'hui la communauté politique européenne, la communauté, l'Europe politique. C'est-à-dire un cadre d'émancipation, hein, à l'égard d'indépendance, à l'égard des États-Unis et de la Chine, par exemple, et de la Chine. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, il y a le débat sur la réindustrialisation, etc. Mais quand c'est l'Afrique, M. Macron, porte-parole des réactionnaires européens, occidentaux, il trouve que les Africains, dans ce cas-là, nous on est des Russes. Voilà, on est des Russes. Vous voyez, cette contradiction, elle n'est pas mineure, hein, elle est fondamentale. Et c'est ça qui discrédite son discours. Je veux dire, c'est du bavardage pur et simple, c'est un alignement de faux gros mots pour masquer un vide sidéral et un égarement un égarement dans les méandres du monde nouveau, sur lequel je répète encore, ils n'ont aucune maîtrise et ils n'auront plus de plus en plus de maîtrise. C'est là qu'il s'agit. Mais il y a un problème plus important que vous permettrez de soulever. C'est pour ça que, tout en célébrant les victoires panafricanistes,
il faudrait attirer l'attention sur l'attention de tous les Africains sur la question. La grande menace stratégique que Macron veut masquer, mais il ne masque même pas dans son discours, il le dit, mais bon, il le dit, il faut lui pouvoir ça, c'est en réalité une déroute stratégique qui est liée au fait que il y a un déclassement militaire de l'Occident par rapport à la Chine, par rapport, par exemple, à la Russie. Sur le plan militaire, la Russie et la Chine, c'est-à-dire sur le plan militaire, voilà, sur le plan militaire, la Chine et la Russie ont totalement déclassé, n'est-ce pas, l'Occident dans son ensemble. Donc, M. Macron, c'est une déroute stratégique majeure. M. Macron reprend à son compte, je dis bien, reprend à son compte parce que c'est un discours qui est élaboré dans les think tanks, mondialistes, reprend son discours une méga stratégie au niveau global visant à contrecarrer la Russie et la Chine. Et dans cette démarche, ils ne peuvent pas se passer de l'Amérique. Mais en même temps, ils militent pour une Europe réelle qui se défend, qui se donne les moyens d'une autonomie stratégique, c'est-à-dire militaire, monétaire, industrielle, etc. M. Macron est dans il définit donc cette stratégie-là par laquelle les Occidentaux veulent rattraper, n'est-ce pas, veulent rattraper l'écart qui désormais les sépare de la Chine, de la Russie en matière militaire, mais en réalité aussi en matière technologique. D'où l'insistance sur l'intelligence artificielle, le numérique, etc., etc. Le vrai débat pour nous, par l'Africanisme, c'est de savoir aujourd'hui qu'il nous faut bien analyser les capacités de la Russie, quelle est la démarche de la Russie, pas seulement une démarche, vraiment une véritable capacité de la Russie et la Chine à répondre à ce défi. Autrement dit, comment la Russie et la Chine répondent à ce défi. C'est important pour nous les panafricanistes. Nous sommes dans une convergence stratégique avec la Russie et avec la Chine. Je dis bien, c'est une convergence. Mais notre géopolitique n'est pas celle de la Chine. Notre géopolitique n'est pas celle de la Russie. C'est clair. Les Russes font leur géopolitique pour le compte de la Russie. La Chine fait sa géopolitique pour le compte de la Chine. Mais il y a une convergence. Il est important. Le panafricanisme de demain, de ce 21e siècle, c'est celui-là qui s'élève et se projette, n'est-ce pas, dans un dépassement, tout en consolidant et en maintenant les acquis de cette convergence. C'est pas négociable. Mais le panafricanisme du 21e siècle, c'est ce panafricanisme-là qui est tellement vigilant et qui, dans cette bataille globale, s'assure que nous ne fassions pas les frais d'un moment ou à un autre de cette guerre globale qui oppose, parlons comme ça, ce bloc dynamique Chine-Russie à l'Occident. Quelque chose pas clair. Et il y a un exemple clair, c'est ce qui se passe en Syrie. Ça donne des discussions en Syrie clair. Ce n'est pas de la faute de la Russie. Mais ça montre que ces choses peuvent arriver. Donc c'est important de rappeler ça. Donc, vous voyez que par rapport à tout ça, vraiment quand on pense à tout ça, bon, un Tintin, il vient là s'agiter. Ben, heureusement que dans son agitation, il révèle à la France du monde l'état de la France et particulièrement la signification de sa présence à la tête de l'État français. Ça signifie la chute de la France. Ça signifie le rapetissement de la France. Parce qu'un